Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, exploitation du gaz au Sénégal. Le premier FPSO accostera à Dakar le 6 juillet prochain. L'infrastructure flottante de production, de stockage et de déchargement gazier devrait faire escale à Dakar avant de rejoindre la plateforme sénégalo-mauritanienne. On vous explique tout dès le début de ce journal. Campagne agricole 2023-2024, les banques vont préfinancer à hauteur de 75%. Les fonds de sécurisation du crédit rural seront également réintégrés dans le budget de l'État. Annonce faite à l'occasion de la 39e réunion du Conseil national du crédit. La communauté internationale plus que jamais inquiète de la situation au Sénégal. La chef de la diplomatie sénégalaise a reçu les diplomates accrédités à Dakar. Une opération de rétablissement de la vérité pour Aïssata Tall Sall. La ministre n'a pas commenté en revanche les saccages et attaques perpétrés contre les consulats à l'étranger. Les manifestations récentes ont causé la mort de plus de 20 personnes selon PASTEF. Les informations de la police nationale sont erronées. Interdiction des manifestations à l'appel du F24. Le préfet de Dakar évoque des risques de troubles à l'ordre public et le non-respect des délais de déclaration de la manifestation. Le FPSO du Grand Tortue Ahmeyim sera à Dakar le 6 juillet prochain. Selon nos informations, le bateau accostera dans un premier temps à Dakar avant de rejoindre la plateforme sénégalo-mauritanienne. Les explications de Daniel Diouf. C'est une étape importante en vue de l'exploitation du gaz. L'arrivée à Dakar le 6 juillet prochain du FPSO du Grand Tortue Ahmeyim. Avant de rejoindre la côte maritime sénégalo-mauritanienne, une escale est prévue au port de Dakar pour permettre aux populations de contempler ce mastodonte des mers. Selon nos informations, les autorités souhaiteraient donner à l'événement un cachet populaire. Le bâtiment naval comprend 8 modules de traitement de production. Il mesure 270 mètres de long, 54 mètres de large et 31 mètres 5 de profondeur. Prévu pour accueillir 140 personnes à bord et traiter le gaz destiné à l'installation flottante de gaz naturel liquéfié. Le navire FPSO permettra de traiter jusqu'à 500 millions de pieds cubes standards de gaz, 2 300 000 tonnes de gaz naturel liquéfié. C'est la production annuelle prévue dans la première phase de développement GTA. Dans la deuxième phase, ce chiffre sera multiplié par 2 avec une production pouvant atteindre 10 millions de tonnes par an. Le départ du FPSO en Chine fait suite à 3 années de construction et d'essais en mer réussis. L'installation flottante de production, de stockage et de déchargement du projet gazier avait pris la mer vendredi 20 janvier à destination du Sénégal et de la Mauritanie via Singapour. Sur la plateforme sénégalo-mauritanienne, le taux d'exécution des travaux avoisine 90%. L'infrastructure aura parcouru une distance d'environ 12 000 nautiques, soit 22 224 km entre le quai du chantier naval de construction en Chine et le périmètre de production à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Le FPSO, ce colosse des mers, sera à Dakar dans un mois. Pour rappel, le first gaz, c'est-à-dire le début de l'exploitation, est attendu début 2024. Merci Daniel, et à noter que le FPSO Léopold Sédar Senghor du champ Sangomar est attendu quant à lui à Dakar en septembre prochain. Dans l'actualité également, la 39e réunion du Conseil national du crédit. Les banques vont préfinancer la campagne agricole 2023-2024 à hauteur de 75%. L'État va également systématiser le crédit bail agricole. Les fonds de sécurisation du crédit rural seront également réintégrés dans le budget de l'État du Sénégal. Voyons tout cela avec Dissa Prera et Alun Diagne. À cette 39e Conseil national du crédit, 2 conclusions majeures y sont sorties. Le montant inédit du financement de la campagne 2023-2024, mais aussi la faiblesse des investissements bancaires dans le secteur agricole. Pour la première fois, un montant de 100 milliards a été alloué
par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, au secteur de l'agriculture au titre des subventions, des intrants et de l'équipement agricole pour en faciliter l'accès aux producteurs. L'autre conclusion majeure, c'est que oui, les banques, le financement de l'agriculture par les banques est relativement faible, de l'ordre de 3,3%. Si on voit que l'agriculture contribue pour plus de 10% à la richesse nationale. Mais cette année, les banques sont moins frileuses à accompagner la campagne agricole car l'État a décidé de réintégrer d'autres fonds dans son budget 2024. Cette fois, les risques de crédit semblent moins inquiéter les banques. Les banques se sont engagées du fait qu'une subvention de 100 milliards est disponible au titre du budget 2024, déjà d'accorder des crédits relais jusqu'à concurrence de ce montant. L'autre conclusion majeure, c'est que sur instruction du président de la République, les fonds de sécurisation du crédit rural seront réintégrés dans le budget de l'État. Il s'agit du fonds de garantie, du fonds de bonification et du fonds de calamité. L'agriculture, c'est aussi des équipements et pour cette partie, l'État veut favoriser le crédit bail pour le bénéfice des producteurs. Qu'un important programme d'équipement agricole est en train d'être mis en œuvre par l'État. Mais il est important de savoir qu'on peut et on doit, et c'est ce qu'on fera, de systématiser un crédit bail agricole sur ce matériel qui est acquis. Pour la première fois depuis 2012, le Conseil national du crédit est présidé par le ministre des Finances et du Budget en compagnie de celui de l'Agriculture. Autre conclusion majeure, désormais le ministère de l'Agriculture va partager les statistiques et les résultats des campagnes précédentes avec les banques. Merci Dissa. Augmentation des salaires dans le secteur privé à partir du 1er juillet prochain. Une hausse catégorielle de vieilles déléances qui viennent d'être concrétisées selon les syndicats des travailleurs. Mais il reste tout de même beaucoup de défis à relever. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Pape Sangone Mbaye. À partir du 1er juillet, tous les travailleurs du secteur privé vont bénéficier d'une hausse de salaire. Une augmentation catégorielle qui va de 10 à 5%. Donc le contenu de cet accord, c'est que il y aura des hausses généralisées sur les salaires qui vont aller de 10% pour les catégories les plus basses, la première catégorie, jusqu'à 5% pour les catégories supérieures. Donc ceci a été fait en toute responsabilité, en prenant bien sûr en compte les contraintes, comme je disais tantôt, qui pèsent sur les entreprises. Pour la première fois, l'augmentation des salaires dans le secteur privé est arrivée à 2 chiffres pour certains travailleurs selon les syndicalistes. Un grand bond en avant certes, mais d'autres défis sont à relever. Nous avons pu nous entendre sur l'essentiel et cet essentiel-là, il faut le situer dans le contexte actuel. Et il est important de le dire. Parce que s'il n'était pas ce contexte actuel, et quelqu'un l'aurait dit, quand nous avons rencontré un groupe de contact des partis politiques qui voulaient faire la médiation, nous leur avons dit, s'il n'y avait pas ce climat politique tendu, les travailleurs seraient dans la rue depuis très longtemps. Oui, mais nous considérons que nous nous en contentons pour le moment, puisque tant que la roue tourne,
les revendications conclues d'être produites. Et nous considérons que pour les travailleurs, il faut indexer les salaires sur le coût de la vie. Ces négociations, nous les avons eues, mais il y a moins d'un an, nous avons aussi connu la CCNI qui a aussi connu véritablement une hausse assez importante. Donc c'est le cumul de l'ensemble qu'il faut considérer. Maintenant, la bataille va continuer. Sous peine de sanctions, toutes les entreprises privées sont tenues de respecter les accords signés, à l'exception de celles qui bénéficient d'une dérogation. Les acteurs de la négociation collective, au sens de la convention 87-98 de l'OIT, ces acteurs-là vont appliquer immédiatement. Maintenant, l'autre étape, la moins importante, mais importante également, c'est l'arrêté d'extension que le ministère du Travail va prendre pour étendre la mesure à toutes les entreprises, tous les secteurs professionnels. Les seules dérogations sont accordées à ceux qui ont des accords d'établissement dont le montant effectivement est supérieur aux augmentations. C'est les seules dérogations que nous avons. Et dans le document, vous le verrez. Mais c'est une obligation pour chaque employé. Une fois que l'accord est signé et les décrets d'application sortis, ils sont dans l'obligation de le faire. Une vieille doléance qui vient de se concrétiser pour les travailleurs du secteur privé. L'attente a été longue, mais le combat continue. Selon le syndicat des travailleurs, pour eux, les conditions de vie des travailleurs doivent changer considérablement. Merci Fatima. Dans l'actualité également, l'interdiction des manifestations prévues demain, vendredi et samedi. Manifestation à l'appel de la plateforme F24. Manifestation interdite donc par le préfet Mortalatine en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir chérie. Vous évoquez des risques de troubles à l'ordre public, mais aussi le non-respect des délais de déclaration. Est-ce que vous pouvez étayer, s'il vous plaît? Merci de m'avoir donné l'opportunité d'apporter quelques précisions au sujet des manifestations qui ont été déclarées pour cette fin de semaine. Mais auparavant, je voudrais, à l'instar des autorités et de tout le peuple sénégalais, présenter nos condoléances aux familles des victimes, mais également montrer notre compassion à l'endroit de toutes les personnes blessés, mais également des autres personnes qui ont perdu des biens à l'occasion des manifestations que nous avons enregistrées la semaine dernière. S'agissant donc de ces manifestations, je voudrais préciser que effectivement nous avons reçu le mardi 6 juin 2023 une déclaration de rassemblement du mouvement Y en a marre pour le compte du F24. Alors, le rassemblement a été projeté le vendredi 9 juin 2023 et conformément aux dispositions relatives aux manifestations sur la voie publique, il y a un délai prescrit qui est de 3 jours francs que doit respecter tout déclarant. Donc, lorsque nous avons reçu cette déclaration, après examen, nous nous sommes rendus compte que ce délai n'avait pas été respecté. Par conséquent, nous n'avions pas d'autre voie que de notifier aux déclarants l'irrecevabilité de cette déclaration. Et cela a été porté à leur attention. Maintenant, pour la journée du samedi, je précise qu'effectivement, le F24 avait projeté de tenir une marche dont le point de départ est l'autopont Saint-Lazare, itinéraire qui devait les conduire jusqu'à l'école normale. Et ce même jour également, des organisations proches de la mouvance présidentielle ont aussi déclaré des manifestations, notamment une au terrain de football de l'unité 22 des Parcelles Assainies et une autre, notamment un rassemblement à la place de la Nation, donc pour le compte de S24. Et nous avons estimé que dans le contexte actuel, marqué par un deuil, parce qu'il faut le rappeler, ces manifestations ont engendré la semaine dernière 16 décès. Et certaines familles sont encore dans le deuil parce que
n'ayant pas encore inhumé leurs parents ou proches disparus. Et donc aujourd'hui, toute action qui vise à raviver cette douleur des familles devrait être faite. Et au-delà de cet aspect, nous pensons que ces manifestations sur la voie publique permettent à certains groupes qui n'ont rien à voir avec peut-être cette manifestation de profiter de l'occasion pour commettre des actes de pillage, des actes de violence, comme on l'a noté la semaine dernière. Et il faut également le rappeler, nous avons en perspective la fête de la Tabaski et le secteur informel qui profite de cette occasion pour au moins réaliser des profits. Et à chaque fois que ces manifestations se tiennent, ce secteur est durement éprouvé. Donc, et au-delà de cela également, il faut rappeler que certains appels vont dans le sens d'attaquer même des points de vente des moutons pour la Tabaski. Par conséquent, est-ce que ce que vous nous dites ce soir, c'est jusqu'à la fête de Tabaski, toutes les manifestations seront interdites à partir de ce moment? Bon, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, s'il y a un vœu que les Dakarois unanimement souhaitent, c'est que la sérénité, le calme et l'apaisement reviennent. Donc, dans ce contexte, nous pensons qu'il n'est pas indiqué d'organiser ce genre de manifestation sur la voie publique, d'autant plus qu'elle donne lieu à la fin, souvent, ou même avant, à des scènes de violence ou bien d'attaque à l'endroit des biens publics ou privés, et même parfois à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Et je le rappelle, la dernière fois, lorsque le rassemblement a été autorisé, à la fin, et d'ailleurs j'ai été obligé d'appeler un des déclarants pour appeler son attention sur le fait que certains jeunes étaient décidés à s'en prendre aux forces de défense et de sécurité en leur jetant des pierres. Et là, je loue le professionnalisme de ces forces qui sont restées zen et qui n'ont pas répondu aux provocations. Donc on a compris. Donc d'ici la Tabaski, ça va être dur de manifester au Sénégal. Donc le moment est inapproprié, c'est ce que vous nous dites grosso modo. Absolument, parce qu'il y a des risques réels d'infiltration, de troubles à l'ordre public et de dégradation des biens publics et privés. Merci beaucoup, Mortalatine, préfet de Dakar, en direct dans cette édition. Le moment est inapproprié, selon le préfet de Dakar. Dans l'actualité, le PASTEF était en conférence de presse, le bureau politique du parti PASTEF, selon ses opposants. Les manifestations récentes n'ont pas fait 16 morts, mais plutôt plus de 20 morts. Face à la presse, le bureau politique du PASTEF affirme que les chiffres de la police nationale sont erronés. Voilà tout cela avec Mamadou Fall. 16 morts, chiffre officiel lors des manifestations enregistrées le 1er et le 2 juin. PASTEF exhibe la fausseté de ces chiffres. Le parti d'Ousmane Sonko parle de 26 morts et de nombreux blessés. Nous avons recensé 26 morts, des personnes déjà identifiées. Vous savez, nous avons une équipe sur le terrain qui nous remonte l'information. La situation est très grave. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles éplorées. Le chargé de communication du PASTEF fustige les supposées dérives autoritaires du régime qui ont conduit le Sénégal dans cette situation. Nos adversaires préfèrent la violence. Ils préfèrent nous violenter. Ils nous briment parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Ils sont dans des folies meurtrières ou bavures. D'ailleurs, leur version a été balayée d'un revers de la main. Même la communauté internationale s'en offusque. Elhadji Malick Ndiaye, aux personnes qui demandent où se trouve actuellement Ousmane Sonko, il est en prison. Aux personnes qui me demandent souvent où se trouve le président Ousmane Sonko, il y a une seule réponse. Il est en prison, à la cité Keur Gorgui. La façon dont sa maison est barricadée donne l'image d'une prison. PASTEF, les patriotes, appellent toutes les forces vives de la nation à se lever afin de sortir le Sénégal du gouffre.
Merci Mamadou. Et rappelé par rapport à ce bilan des manifestations, Amnesty International parle de 23 morts. Le bilan officiel, en tout cas, c'est 16 morts et 357 blessés, 26 morts selon le parti PASTEF. Dans tous les cas, la situation inquiète la communauté internationale. La chef de la diplomatie sénégalaise a reçu cet après-midi les diplomates accrédités à Dakar, une opération de rétablissement de la vérité pour Aïssata Tall Sall. En revanche, la ministre n'a pas commenté les saccages et attaques perpétrées contre les consulats généraux du Sénégal à l'étranger. Compte rendu Aminata Mbaresso, Modou Diop. Les récentes tensions au Sénégal au menu de cette réunion qui regroupe tout le corps diplomatique présent au Sénégal. Dans sa prise de parole, le ministre en charge des Affaires étrangères tient à rassurer ses homologues. L'exercice de cet après-midi est un exercice habituel, c'est un exercice d'échange, mais c'est un exercice de transparence et c'est un exercice de vérité et de sincérité parce que le gouvernement veut dire à la communauté internationale quelle est sa part de vérité dans ces événements qui se sont produits malheureusement les 1er et 2 juin 2023. De tout, nous parlerons si vous le souhaitez. Sans tabou, sans obstacle, sans faux fuyant. L'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, premier à prendre la parole, reste convaincu que le Sénégal, pays de la Teranga, peut bien surmonter cette impasse. Le corps diplomatique a constaté avec préoccupation la dégradation de la vie sociopolitique sénégalaise qui a atteint son paroxysme ces 2 derniers jours et menacé les rouages de la vie sociale et du développement économique ainsi que la sécurité et la stabilité du pays. Son Excellence Jacques Tonga donne un exemple, le dialogue national ouvert le 31 mai dernier. Le corps diplomatique demeure convaincu que ce dialogue inclusif débouchera sur des décisions consensuelles devant permettre la réconciliation et la poursuite des chantiers de modernisation à travers le pays. Très attendu sur la fermeture des consulats, conséquence des tensions politiques au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères donne rendez-vous à une date ultérieure. Merci Aminata. Et puis à noter dans l'affaire Suite Beauté, Maître El Hadj Diouf, avocat de Adji Sarr, a interjeté appel après le verdict rendu par la chambre criminelle de Dakar. À noter qu'hier, les avocats de Ndeye Khady Ndiaye ont également fait appel de cette décision. Et puis dans l'actualité toujours, déféré au parquet hier après sa garde à vue, Ndeye Ndak Touré, animatrice à la télévision, animatrice, recouvre la liberté. Son dossier a été finalement classé sans suite. Les actes de vandalisme ne resteront pas impunis. La lumière sera faite sur les responsabilités liées à ces événements. Le président de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête immédiate et systématique. Le chef de l'État est dans les effets d'annonce, estime l'opposition. Le point avec Alassane Ba. S'il s'agit d'ouverture d'enquête sur des événements malheureux comme ceux qu'on a connus ces derniers jours, ce n'est pas la première fois que le président Sall en parle. La question que beaucoup de Sénégalais se posent, c'est qu'en est-il de ces enquêtes? En mars 2021, Macky Sall avait parlé de commission d'enquête, mais jusque-là, aucune conclusion rendue publique si commission existe. L'avocat Maître Abdoulaye Tine ne fonde aucun espoir sur la réaction du chef de l'État. Il parle d'effet d'annonce. Je pense que le fait même d'annoncer l'ouverture de ces enquêtes n'est qu'une manière même de faire de sorte qu'il n'y ait jamais d'enquête. Sinon, comment comprendre que on nous ait servi le même discours à la suite des événements du 21 mars, de mars 2021 plutôt, et on nous avait même annoncé la création d'une commission d'enquête, mais jusqu'à ce matin, rien ne s'est matérialisé. Contrairement à lui, le ministre porte-parole du gouvernement renseigne que pour 2021, les enquêtes suivent leur cours.
et il en sera de même pour cette fois-ci. Les enquêtes vont porter sur tout ce qui s'est fait sur le terrain, mais ce qui s'est fait aussi sur les réseaux sociaux, ce qui s'est fait aussi en termes de manipulation, d'appel à l'insurrection, mais aussi les morts. Nous avons vu sur le terrain que des armes ont été utilisées aussi par des manifestants. Nous sommes dans un état de droit. Les enquêtes seront ouvertes. Pour 2021, c'est déjà ouvert et nous produirons les rapports qu'il faut. L'avocat va plus loin et estime que même si enquête existait, il n'y aura aucune suite. À supposer que ces enquêtes se concrétisent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la police qui va enquêter sur la police, la gendarmerie qui va enquêter sur la gendarmerie, alors qu'ils sont mis en cause. Donc il y a un problème d'impartialité de cette enquête qui va se poser. Et en tout cas, les responsables politiques n'hésitent jamais à livrer le commandement et les hommes, effectivement, à la justice. Donc les forces de sécurité et de défense doivent en tirer aussi une leçon. À tout ce qui s'est passé, s'il y a des fautes de la part de l'État, on les constatera, on prendra la responsabilité, mais s'il y a aussi des fautes de la part des hommes politiques, des manifestants aussi, il faudra qu'on en tire les conclusions. En Conseil des ministres, le président Macky Sall a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées aux récents événements. L'État va assister les familles des victimes ainsi que les personnes et les entités ayant subi des préjudices, mais l'association des gérants de stations-service demande d'abord le dédommagement des dégâts enregistrés en 2021. Ibrahima Fall, secrétaire général de l'association, le président de l'association des gérants des stations-service est avec Chérif Dia. Ça me rassure, ça ne me rassure pas. Ça me rassure parce que c'est le président de la République qui l'a dit. Ça ne me rassure pas parce qu'il y a un précédent. Comme je vous l'ai dit, en 2021, on n'a pas été remboursé. On nous a écoutés, mais jusqu'à présent, on n'a pas été remboursé. Et quelqu'un qui n'a pas eu à être remboursé pour 1,102 milliard, je me demande s'il pourra être remboursé pour encore plus d'1 milliard. Ça, je me pose la question. Et cette fois-ci, les dégâts seront énormes. Et on se pose la question, qui va payer la facture? Parce qu'on en est là. Qui va payer la facture? Il va falloir que l'État se décide à nous dire qui va payer la facture. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, on arrête les activités. 50 stations ont été détruites. En l'occurrence, à Dakar et sa banlieue, à Touba, à Ziguinchor, à Kaolack et à Saint-Louis. Et toutes ces stations-là, on va faire l'évaluation des dégâts matériels et pécunier. Et on verra si l'État, cette fois-ci, va agir ou pas. Parce qu'on ne peut plus, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Que nous sommes des commerçants. Déjà, nos comptes d'exploitation sont déficitaires. Les compagnies pétrolières qui nous perfusaient, l'État leur doit 150 milliards. 150 milliards. Et ces gens-là qui nous perfusaient ont même des problèmes pour approvisionner ce pays-là. Ils ne nous font plus confiance parce qu'à chaque fois qu'ils nous perfusent, des gens viennent, casse-pillent et prennent ce qu'il y a dans ces stations-là. Mais il va falloir qu'on se pose la question, qui va payer cette facture? Et en politique, c'est la petite musique du moment où le ballon de sonde pour certains, le probable report de la présidentielle 2024. L'idée fait son petit bonhomme de chemin. Des membres de la majorité présidentielle semblent adhérer à cette possibilité, comme le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Niet catégorique du côté de l'opposition, Aminata Touré écarte l'idée. Pour le journaliste Hassan Samb, il faut respecter le calendrier électoral, le Sénégal n'étant pas dans un cas de force majeure. Le débat ne se pose pas. Si la situation du pays est stable, et je pense que ça va continuer, on doit respecter le calendrier républicain. Parce que le mandat, c'est sacré. C'est donné par le peuple à quelqu'un. Donc on ne peut pas le proroger comme ça. Et donc, véritablement, je pense qu'il faut savoir respecter le calendrier républicain, prendre les mesures idoines avant d'arriver en 2024, et c'est possible. Aujourd'hui, on n'a aucune crise d'ordre institutionnel qui nous obligerait à proroger le mandat d'un président de la République.
c'est pas faisable. Je pense que ce débat ne se pose pas. Je peux même dire que c'est un faux débat. Et voilà, beaucoup de gens, souvent on entend le président Ouad dire que laissez-moi au moins terminer quelques mois le chantier, mais je pense que tout ça c'est pas bien pour l'image de notre démocratie, pour effectivement ce que nous allons laisser à la postérité. On ne peut pas proroger, j'ai dit encore une fois, c'est un mandat sacré donné par le peuple à une personne. On ne peut pas le proroger. Il n'y a aucun mécanisme juridique ou institutionnel qui permet la prorogation du mandat du président de la République, sauf en cas de force majeure. Parce que la force majeure, on ne peut rien. Par exemple, s'il y a des troubles, des manifestations, des troubles, ça on ne peut pas organiser dans ces conditions. Mais en dehors de cela, à mon avis, il faut respecter. Tout autre chose, allons maintenant dans le nord du Sénégal, état d'avancement des travaux de la route du Dandé-Mayo. Le gouverneur assure les populations. La Géroute a mis en place un dispositif spécial pour assurer la continuité de la circulation. Vous le savez, les populations avaient exposé dernièrement leur crainte de revivre les inondations massives. Explication Ali Bandeliang. Deuxième visite sur donc, ce chantier extrêmement important et qui tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République. Au sujet donc des craintes qui ont été exprimées par les populations du Dandé-Mayo Sud, c'est donc relativement au constat de retard dans l'exécution des travaux. Et si on s'en réfère au délai contractuel, on peut dire qu'il n'y a pas de retard. Parce que tout simplement, officiellement donc, les travaux ont démarré depuis le mois de février et on a vu là où on est en fait en matière de travaux de terrassement. On en est donc au niveau du PK 51. Autre crainte également exprimée par les populations du Dandé-Mayo, c'est la qualité des déviations. Et ils ont une crainte, c'est qu'en période d'hivernage, que ces déviations puissent se transformer donc en bourbier. Face à l'inquiétude de ces populations de plusieurs dizaines de localités longeant une distance de plus de 130 km menacées d'isolement dès la montée des grandes crues, le représentant de la Géroute rassure. La raison pour laquelle on a pris la Géroute à, comment dirais-je, inciter l'entreprise à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la réalisation de ces délais-là au niveau de ces points bas et éviter quand même des coupures en période hivernale. Néanmoins, il faut peut-être souligner que le tronçon est long de 130 km. Évidemment, en période hivernale, il est évident qu'il se pourrait qu'il y ait quelques points de stagnation d'eau, mais quand même, la Géroute a demandé à l'entreprise CSE de mettre en veille, en fait, de mettre une équipe de veille en période hivernale pour les interventions urgentes et rétablir la continuité du trafic sur tout le tracé du Dandé-Mayo. De Navel à Ganguel-Soulé, en passant par Tchempeng jusqu'à Orndolde, les engins de l'entreprise en charge des travaux tournent en plein régime au grand bonheur des populations, plus que jamais rassurées. Merci Ali. Et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Samba Ndiaye, Sénégal, des sillons pour servir. Un livre dans lequel l'auteur pose le débat à travers des questions multiformes et en rapport avec les enjeux du développement du Sénégal. Note de lecture, Ibou Diouf. Le titre est évocateur dans son livre. Samba Ndiaye, comme les sillons des champs de son Saloum natal, semble avoir trouvé un itinéraire. Ces tracés qui matérialisent l'organisation du travail et le profit, autant de facteurs qui sous-tendent le progrès dans un pays. Dans ce livre, il y a, disons, 4 axes majeurs. Il y a le premier axe constitué de l'agriculture et de l'industrie, parce que le deuxième axe est relatif à l'aménagement du territoire. Il y a également les questions économiques. L'auteur parle des sessions parallèles, source de l'abondance, ce qui nécessite une organisation autour de la citoyenneté et du patriotisme. Tel que d'ailleurs c'est indiqué sur la couverture, où vous verrez que c'est la carte du Sénégal contenant les différents sillons. Et vous savez, tous les sillons sont importants dans ce livre. Maintenant, bien entendu, il y en a un qui est transversal, qui est au cœur de l'actualité. D'ailleurs, au moment où nous faisons disons cette émission, donc c'est les sillons relatifs à nos comportements. Il me semble que le vrai problème de notre pays aujourd'hui, c'est le problème de la citoyenneté.
Dans son ouvrage, on retrouve beaucoup de questionnements, des interrogations qui sont encore d'actualité, comme la problématique du maintien ou non du franc CFA. Il me semble que pour avoir une monnaie solide, une monnaie forte, il faut une économie forte. Il y a lieu de remarquer que certains pays disposent de leur monnaie et ne vont pas mieux que le Sénégal. Donc c'est une question qui mérite une réflexion très approfondie. Par la grâce de Dieu, qu'aujourd'hui toutes les questions évoquées constituent des leviers importants pour les pays. Je le dis simplement parce que en faisant une contribution sur les inondations depuis 2012, je ne pensais pas qu'en 2022 ou 2023, on parlait. Par ailleurs, président des M10. Merci Ebou. Et puis l'actualité sportive se résume en 3 mots: football, basket et lutte. Dans le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Démarrons par le football. L'équipe nationale du Sénégal a effectué son premier galop d'entraînement dans le cadre de la préparation du match face au Bénin, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, groupe L. Au total, 19 lions sur les 26 sélectionnés ont pris part à la séance sur la pelouse de l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Au menu, un travail léger sur le plan physique, suivi d'un taureau avec le ballon. La préparation des protégés du sélectionneur Aliou Cissé va continuer jusqu'au 15 juin, jour de leur départ, pour rallier Cotonou. Pendant ce temps, l'équipe nationale de beach soccer a également débuté un stage fermé à Toubab Dialaw pour préparer les Jeux africains de la plage du 23 au 30 juin prochain à Amaret, en Tunisie. Le sélectionneur Mamadou Diallo a fait une présélection de 16 jours avec 2 nouveaux, dont l'attaquant de Tenguej FC, Serigne Mokhtar Keita. Les 12 lions qui vont être retenus vont rallier la Tunisie le 21 juin prochain. L'équipe nationale féminine de basketball démarre, elle, sa préparation de l'Afrobasket 2023 le lundi 12 juin en régime externe à Marius Ndiaye. Le sélectionneur Moustapha Gaye a publié pour les besoins une sélection de 19 joueuses dont les cadres Fatou Dien, Oumou Khairi Sarr, Aya Traoré, Yassine Diop, entre autres. Une liste d'expérimentés où figurent 2 nouvelles, Aïcha Ndour et Ciara Dianaï Dilar, qui évoluent respectivement en France et en Égypte. Les Lions, championnes d'Afrique en 2015, vont à la reconquête du titre à l'Afrobasket 2023 du 23 juillet au 6 août prochain à Kigali, au Rwanda. Terminons avec la lutte et le combat Balla Gaye 2 Eumeu du 30 juillet prochain qui n'aura pas lieu à cette date. Le sociétaire de l'école de lutte Balla Gaye a en effet, via son manager Bassirou Babou, déposé un certificat médical d'incapacité de pratique sportive de 2 semaines au CNG. Une situation qui pousse le manager à révéler que son poulain ne va plus lutter cette saison qui tire à sa fin. Le promoteur Gaston Production s'en remet à Dieu et espère organiser le combat en octobre ou novembre prochain. Merci cher Sadibou, Soir d'info. La suite dans un instant avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.